Merci Philippe. Merci. Étienne Cagnard, tu as 10 minutes. Merci Jean-Michel Klein, merci de nous avoir invités. Effectivement, moi je vais essayer de prendre un tout petit peu de recul pour revenir sur des questions d'organisation du système qui éclaireront probablement effectivement les discours sur l'innovation. Quelles caractéristiques de la période qu'on traverse? Finalement, un certain paradoxe. Le premier, un progrès technologique, scientifique, thérapeutique, diagnostique considérable, qui a tendance d'ailleurs à orienter à la fois nos regards, notre attention et nos financements vers ce type de prise en charge. Paradoxalement, ce progrès médical conduit au développement de la chronicisation des pathologies, parce que c'est la conséquence effectivement du fait que des pathologies dont on décédait, qu'on ne savait pas guérir il y a quelques décennies, aujourd'hui, sont installées finalement dans notre vie. Moi, ça m'amène d'ailleurs souvent à dire qu'il faudrait revoir complètement la définition de l'OMS de la santé. C'est-à-dire qu'on peut vivre heureux, bien, avec une pathologie, à condition qu'on ait un accompagnement adapté. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'autrement, il y a 13 millions de nos contemporains qui ne pourraient plus vivre correctement aujourd'hui en France. Si je commence comme ça, c'est parce que je pense qu'on est au cœur du sujet. Ce progrès scientifique, thérapeutique, considérable, s'est accompagné d'une inertie organisationnelle tout aussi frappante. Et aujourd'hui, le défi qu'on a à relever, c'est le risque de perte de chance pour un certain nombre de nos concitoyens qui ne peuvent pas profiter des possibilités qui nous sont offertes. Alors, ce constat, c'est-à-dire cet écart grandissant entre notre capacité à adapter les organisations, on va venir évidemment aux questions posées, à adapter les modes d'allocation de ressources, à adapter les contours de métier, à adapter l'articulation ville-hôpital, à adapter les coopérations professionnelles, à essayer d'être dans une logique dans laquelle on arrête de vivre avec un gâchis considérable qui est le résultat du fait que nombre de professionnels de santé sont utilisés à un niveau en deçà de leurs compétences. Ce qui pose un problème d'autant plus majeur quand on fait ce constat dans un moment de raréfaction du temps médical, par exemple. Donc, l'enjeu du numérique, c'est finalement, c'est pas d'apporter des solutions à des dysfonctionnements ponctuels, c'est de penser l'organisation autrement. C'est-à-dire que tant qu'on sera dans une logique, c'est pour ça que l'article auquel on faisait allusion, je ne me souvenais plus dans quelles circonstances je l'avais écrit, maintenant ça m'est revenu, c'est effectivement de dire que le numérique, c'est la chance de surmonter l'inertie liée à la complexité du système. Il ne s'agit pas de montrer du doigt tel ou tel acteur, mais c'est l'occasion de surmonter toutes ces difficultés en inventant autre chose. Alors, quelques mots sur les sujets que j'ai pointés. Les coopérations professionnelles. Pourquoi est-ce que je commence par là? Parce que je pense que c'est un des sujets sur lesquels nous sommes le plus en retard par rapport à ce que nous devrions faire. On continue à penser le modèle exactement de la même façon. D'ailleurs, c'est un peu provocateur de dire ça devant vous, mais quand j'entends des références à la Charte de la médecine libérale de 1927, j'avoue que ça me laisse parfois un peu rêveur. Non pas parce qu'on n'a pas le droit de faire référence à l'histoire, non pas parce qu'on n'a pas le droit de faire référence à des valeurs, c'est parce qu'on fait référence à un moment où l'unité thérapeutique n'existait pas par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Donc on ne peut pas comparer les modes d'organisation. Guy Valencien était dans une table ronde précédente. Le titre de son dernier bouquin, c'est quoi? C'est La fin de la médecine, la fin des médecins ou Un monde sans médecins, je ne sais plus exactement le titre. Guy a totalement raison. On voit bien que sur un certain nombre de sujets, un chirurgien demain, ça n'a rien à voir avec ce qu'était un chirurgien hier. Et on vit encore dans certains modèles, par exemple, alors pardon, je suis volontairement provocateur, mais je pense qu'il faut traiter ces sujets, avec le fait que la convention médicale doit rester unique pour tous les médecins. Bon. Sincèrement, je pense que c'est une question qui mérite qu'on discute. Et je ne suis pas sûr que dans l'intérêt des professionnels de santé, il faille rester, par exemple, sur ce présupposé. Alors, je ne suis pas naïf, je connais le sujet, je connais les enjeux qu'il y a derrière.
Évidemment, ces postures un peu défensives, c'est des postures de protection parce qu'on ne trace pas les perspectives du changement. Mais c'est précisément ce qu'il faut qu'on apprenne à faire ensemble. Sinon, nous louperons les occasions qui sont devant nous. Les modèles économiques et les modalités d'allocation de ressources, je vais traiter les deux en même temps. Ça a été dit, quand Yannick Le Guen disait par exemple le maintien à domicile, ça implique une diminution de l'activité des établissements de santé, bien sûr, mais la question qu'il faut se poser derrière, c'est qui a intérêt à cette évolution? Les patients, on souhaite très provocateur, et là contre moi, pas les complémentaires. Les complémentaires interviennent beaucoup plus à domicile en médecine ambulatoire qu'en établissement. Donc si on n'est pas capable de mettre en place des modèles économiques qui conduisent tous les acteurs à la fois, à mettre en cohérence leurs actions et les modes d'allocation de ressources pour que les comportements vertueux soient, sinon récompensés, du moins pas pénalisés, parce que c'est le cas aujourd'hui dans certains domaines, nous n'arriverons pas à changer. Alors derrière, il y a plein de questions. Moi, je partage ce qui a été dit sur le besoin d'aller vers des rémunérations forfaitaires, mais il faut aussi se poser d'autres questions. Comment est-ce qu'on finance le passage de l'un à l'autre? C'est le sujet qu'on a aujourd'hui sur la convention médicale. La question qui se pose, ou les possibilités forfaitaires, mais il faut aussi se poser d'autres questions. Comment est-ce qu'on finance le passage de l'un à l'autre? C'est le sujet qu'on a aujourd'hui sur la convention médicale. La question qui se pose, les discussions à la fois avec vos représentants, avec l'assurance maladie, c'est-à-dire comment fait-on financer les complémentaires sur des rémunérations forfaitaires? On ne sait pas faire. On ne sait pas faire. On ne sait que rembourser un acte à l'occasion d'un comptable. Et autrement, qu'est-ce qu'on fait? On taxe les complémentaires pour financer les régimes obligatoires. Est-ce que c'est vertueux? Probablement non. Donc ça veut dire qu'il faut, sur ces questions, être capable d'inventer des nouvelles modalités d'organisation. Alors, est-ce que le numérique, c'est une occasion effectivement de trouver des solutions? Oui, pour un certain nombre de raisons. La première, ça a été dit tout à l'heure, parce que, notamment le numérique, ça va nous passer, c'est Philippe Rett qui disait ça, d'une possibilité où on mesurait plutôt des process à la possibilité de mesurer des résultats. Alors encore faut-il s'entendre sur les résultats. Il va falloir qu'on discute pour savoir comment on les définit. Mais évidemment, une médecine fondée sur des résultats, ça va permettre, bien sûr il y aura des gagnants et des perdants, mais c'est très bien qu'il en soit ainsi. Ça va redéfinir le rôle de chacun, ça va redéfinir les objectifs, et ça va nous permettre d'avancer. Alors, le rôle des complémentaires en deux mots dans tout ça. Le rôle des complémentaires, il va se modifier. Alors, je suis un peu en désaccord avec Philippe Rett sur la sélection des risques, parce qu'elle ne se fait pas effectivement de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre des machines, mais elle se fait de façon beaucoup plus perverse, notamment par le code d'allocation de ressources et de facturation. Prendre un exemple favorable à la mutualité, plus défavorable aux assureurs privés. Mais quand vous regardez, étude de l'adresse d'il y a 2 ans, la progression des cotisations selon l'âge. Les cotisations progressent moins vite ou proportionnellement à l'âge dans 75% des contrats des mutuelles. Seulement dans 15% des contrats des assureurs. Résultat, il n'y a pas de sélection des risques au sens propre de la part d'un des acteurs, mais la mutualité, 54% de la population générale, 70% des retraités. C'est une modalité de sélection des risques, qui n'est pas volontaire, qui est aussi le produit de l'histoire, mais qui conduit effectivement des acteurs à être condamnés à mourir s'il n'y a pas de mécanisme de régulation, et on rejoint ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas pénaliser un acteur a priori vertueux. Alors, c'est un sujet majeur, par exemple, au regard des pathologies qui sont celles que vous traitez, et notamment de la surdité. Le problème de l'équipement en audioprothèse, il est très corrélé à l'âge. Bon. Donc on voit bien qu'on a derrière des questions de ce type qu'il faut qu'on aborde entre nous, très clairement, pour se dire comment mettons en place des mécanismes régulateurs des marchés pour ne pas avoir des risques d'exclusion. Parce que le vrai risque, quel est-il?
Elle est tout simplement un retrait des complémentaires sur les domaines dans lesquels le risque est trop important. Et d'ailleurs, implicitement, on construit le système comme ça. Le régime obligatoire avec le déplacement du petit risque vers le gros risque joue le rôle d'un réassureur des complémentaires. Et le développement de l'ALD, le recours excessif à l'hospitalisation, faute d'organisation de la médecine ambulatoire, ça crée des situations de ce type. Donc on voit bien qu'on a beaucoup de sujets, et derrière, finalement, le rôle des complémentaires demain, moins par des mécanismes machiavéliques de sélection des risques, que tout simplement par l'augmentation des outils du traitement des données qui fait que l'aléa diminue. On va avoir un rôle qui n'est plus un pur rôle d'assureur, mais qui est aussi un rôle d'accompagnement, un rôle de service. Et dans ce domaine-là, eh ben, il faut qu'on essaye de regarder comment on travaille ensemble. Moi, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit, c'est les plateformes de détection et de prévention des risques sensoriels qu'on développe dans un certain nombre de domaines. C'est assez intéressant parce que c'est des plateformes qui permettent de détecter les risques essentiellement visuels et auditifs et de mettre en place des outils d'aménagement du domicile, de prévention des chutes, d'un certain nombre de domaines. On les a montés en disant s'il y a une barrière intangible, infranchissable, entre la prise en charge de la pathologie et le souci des conséquences de la pathologie. Voilà un des éléments, par exemple, qui mérite d'être travaillé avec une profession comme la vôtre pour se dire comment est-ce qu'on passe un certain nombre d'accords pour faciliter, vous offrir une palette de solutions qui ne sont pas forcément effectivement du ressort de la prise en charge thérapeutique, mais qui sont essentielles dans la prise en charge globale des malades. Et si on veut aller sur ce que Yannick Le Guen disait, c'est-à-dire une régulation autour du patient, c'est bien ce type de sujet qu'il va falloir être capable d'avancer. Alors, on voit bien que derrière, et je conclurai là-dessus, sur le risque, parce que Jean-Michel l'a pointé, de délitement de la solidarité, finalement. Il est réel. Il est réel pourquoi? Parce que, avec les outils qu'on a à notre disposition, on a tendance à segmenter à la fois les prises en charge médicales, parfois, mais aussi la prise en charge en matière de protection sociale. C'est le débat qu'on a, par exemple, aujourd'hui avec les contrats retraités. On fait un constat très simple, les retraités ont de plus en plus de mal à accéder aux complémentaires. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet. Le coût des complémentaires, c'est 10% du revenu des retraités. Donc, on continue le raisonnement. S'ils ont du mal à accéder aux complémentaires, c'est parce qu'elles sont trop chères, ce qui est vrai. Et si elles sont trop chères, il n'y a qu'à faire baisser les prix. Donc, on enferme les contrats des complémentaires dans un coin. On dit, vous baissez les prix, ils vont être accessibles. C'est évidemment pas comme ça que ça va se passer. La solidarité, elle joue quand on partage les risques. Quand on dit l'assurance, c'est un très beau mot, l'assurance. L'assurance, ça veut dire répartir des risques entre des populations. Mais évidemment, pour répartir les risques, il faut que le spectre de la mutualisation soit le plus large possible. Si on segmente et qu'on met des gens qui se ressemblent, bon, on met les mauvais risques ensemble, on met les bons risques ensemble, et évidemment, ça ne fonctionnera pas. Et ça, c'est aussi des enjeux du point de vue des assureurs, qui sont des enjeux liés au développement du numérique, parce que les possibilités de traitement de données posent ces questions avec beaucoup plus d'acuité. Donc, je n'ai pas répondu à toutes les questions. Simplement, pour moi, il est clair que les débats du type utilisation des données et liberté sont derrière nous. S'il y a des questions, je pourrais expliquer pourquoi. Les débats du type doit-il y avoir contractualisation, discussion, accord entre les professionnels et les complémentaires? Pour moi, la réponse est évidemment oui. Parce que s'il n'y a pas de discussion, tous les risques que j'ai pointés, ils se réaliseront. Alors derrière, il y a évidemment des choses qui doivent être fixées à l'avance. Votre indépendance médicale n'est pas négociable. Mais arrêtons de comparer, par exemple, les accords entre un opticien, pas de numerus clausus, une offre excédentaire, des prix ajustés au niveau des garanties, et les modes de contractualisation qui peuvent être ceux qu'on noue avec des médecins, par exemple, pour trouver une objectivation de tarifs
moduler selon vos pratiques, selon vos compétences, selon un certain nombre de critères, plutôt que de dire on est résigné devant la capacité de l'assurance maladie à rembourser correctement les actes, donc on fait des dépassements d'honoraires sur un critère, la capacité contributive du malade, la situation économique de la région, plutôt que la réalité de la prestation délivrée. Je pense, en outre, que c'est le meilleur moyen de dévaloriser l'acte médical, c'est de ne pas lui donner de valeur. Donc il faut effectivement qu'on travaille sur ces sujets. Merci. Merci Étienne.